Bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau dédié par le magazine Forbes aux entreprises pour que les chefs d'entreprise viennent un peu nous raconter d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils veulent faire. Avec nous, monsieur De Ruder, de la famille De Ruder. C'est ça. Votre prénom, c'est Julien. Je dis de la famille parce que c'est une entreprise qui date de 1905. Du siècle dernier, quoi. Exactement. Elle a tourne des voitures à cheval. Ouais. Société spécialisée dans l'organisation du transport. International. Ouais, sur la planète tout entière. Exactement. Avions, bateaux, camions, trains. 75% maritime. Alors, quand on dit organisation de transport, on ne parle pas moyen de transport. Hein. Alors, ce sont nos sous-traitants, en fait. C'est un peu comme un tour opérateur pour les touristes. Nous, c'est pour les marchandises. Donc, vous utilisez les bateaux des autres, les armateurs, ou les louer des trains, ou les camions, les péniches. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le transport international aujourd'hui ? Alors en ce moment, la situation est assez difficile depuis le début de la crise Covid, en fait. Ça a entraîné beaucoup de dérèglements. En plus de ça, la législation a changé sur la pollution des navires, qui est devenue plus stricte. Donc la quantité de navires flottants et autorisés a diminué. Beaucoup moins de containers. Les containers sont au mauvais endroit. Les habitudes de consommation ont changé avec la crise. Les gens sont mis à acheter beaucoup plus de cuisine, de yaourtières et moins de textiles, par exemple. Pénurie de conteneurs, comme je l'ai évoqué, et ce qui fait qu'en fait, il y a une tension, et notamment lorsqu'il y a eu à nouveau beaucoup de restockage à la suite de la forte consommation sortie de la crise, ce qui fait que maintenant c'est devenu très difficile d'importer des biens en Europe. Mais pénurie d'approvisionnement pour un certain nombre d'industries, notamment dans l'automobile ou le bâtiment. Alors le bâtiment, ça a déjà démarré il y a 6 mois, voilà, l'automobile. Mais c'est aussi parce que les usines ne fournissaient pas suffisamment de... Alors elles se sont arrêtées pendant 1 mois durant le Covid en Chine. Puis la demande a explosé. Alors la demande est repartie très forte en Europe de l'Ouest, y compris aux États-Unis, particulièrement aux États-Unis, qui tirent énormément la demande. Les taux de fret sont d'ailleurs bien supérieurs pour les Américains. Et la Chine favorise les exportations vers le marché américain. Vous vous doutez bien pourquoi. À quel client vous vous adressez ? Alors, on s'adresse à évidemment déjà tous ceux qui vont être des chargeurs internationaux, donc qui vont importer ou exporter des biens. Des importateurs, des exportateurs. Exactement. Mais finalement, ça couvre une grande majorité des entreprises en France ou en Europe de l'Ouest qui ont nécessairement besoin d'achats internationaux ou qui vont vendre leurs propres marchandises sur des marchés étrangers. Oui, enfin, là, vous êtes gentil parce qu'on importe plus qu'on exporte. C'est vrai, vous avez beaucoup de conteneurs qui arrivent à plein, mais qui repartent à vide. Oui, c'est vrai. Mais par exemple, sur le port du Havre est légèrement, majoritairement exportateur. Vous savez, on a plein de produits, entre le vin, le luxe, l'acier. On est très fort sur certaines barres d'acier. Donc non, détrompez-vous, sur l'alimentaire aussi. On exporte beaucoup de marchandises vers l'Afrique, vers l'Amérique du Sud, vers les États-Unis, beaucoup vers New York et le Canada. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes d'une famille qui a été à la tête de cette entreprise depuis 115 ans. Voilà. Donc vous avez vu toutes les étapes, la révolution industrielle. Enfin, vous l'avez pas vu, mais vous avez entendu parler de ça. Il y a eu 2 guerres, il a fallu survivre à 2 guerres déjà. C'est votre arrière-grand-père qui a créé ça, non ? Exactement. C'est quoi les grandes étapes ? Technologiquement, est-ce qu'il y en a eu ? Oui, l'aviation. C'est clair qu'il y a eu plein de grandes étapes. Par exemple, je peux vous citer des anecdotes, c'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on apportait les boîtes de conserve toutes faites en Europe de l'Ouest et elles étaient étiquetées selon les marques en entrepôt au Havre ou dans la région parisienne. Donc, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Alors maintenant, c'est étiqueté en Asie. Bon. Et puis, il y a eu plein de bouleversements, c'est-à-dire que on s'est mis à importer du riz, des brisures de riz, c'était nouveau pour la douane. Les algues séchées salées pour les sushis, c'était pas complètement nouveau. Mais au bout de 50, 60 ans, vous avez vu arriver des produits composants, les produits industriels. Tout ce qu'on avait délocalisé comme... La grande révolution, ça a plutôt été le conteneur. Le conteneur. L'arrivée du conteneur, qui a démultiplié les importations, les exportations. Et qui vous a obligé à investir, là. Ce sont les armateurs qui ont investi, qui ont investi dans les conteneurs. Qui sont en général propriétaires de 30% de leur parc. Et le reste est en leasing. Et le digital, alors, dans cette affaire ? Est-ce que vous êtes digitalisé ? À mon sens, en tout cas, c'est la grande révolution qui est en train de se produire sur notre marché. Notre métier est en train d'en prendre conscience cette année. J'ai vu aussi TL que c'était bien répandu. Nous, c'est un virage que nous avons pris il y a 4-5 ans. On était très précurseurs. C'est pour ça qu'on a lancé, pour chacun de nos métiers originels, en face une plateforme numérique qui permet en fait de proposer des services supplémentaires à notre clientèle, des services qui n'existaient pas. Exemple. Donnez-moi un exemple. Alors par exemple, on a Customeo qui est un service... Customeo. Oui, Customeo qui est une plateforme numérique que nous proposons à tous nos clients qui viennent chercher chez nous l'expertise douanière. Donc ça leur permet en fait, aussi simplement que des achats en ligne,
finalement de nous demander des douanes. Ils suivent les statuts différents, les différentes étapes de leur dédouanement, récupèrent toute leur documentation, ils peuvent chatter avec nos équipes. Ça implique une grande transparence en fait dans le process. Mais est-ce que le digital n'a pas non plus changé complètement le suivi des marchandises, le suivi du transport, le contrôle du transport et la sécurité de ces transports? Alors en effet, le numérique est en train d'apporter une très grande visibilité sur nos métiers. Alors tout le monde est habitué à commander sur Amazon, sur des plateformes en ligne, et dans son B2C, d'avoir sur son téléphone ou par email. Votre paquet est parti de telle heure, on a la il totale est sur la National 7, il arrive. Et pour autant, dans le monde du container, c'est pareil. C'est une boîte noire, il n'y avait aucune information jusqu'à présent. On savait quand ça partait, on savait difficilement quand ça arrivait. Si ça arrivait. Exactement. Ça arrivait la plupart du temps, mais parfois ça n'arrivait pas. Avant, c'était plutôt 30 jours, maintenant on est sur du 45 jours. Ouais. Voilà. Et nous, on a lancé aussi une autre plateforme en avril auprès de notre clientèle qui s'appelle MyRudder, et qui est une plateforme dans laquelle il y a une application qui s'appelle MyShipment. Et MyShipment autorise une visibilité totale sur les marchandises. Parce que vous pouvez localiser la marchandise. Exactement. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui proposent cette localisation, qui permettent de suivre un container de A à Z. J'imagine. Ils se pluguent sur les AIS des navires et ils sont capables de donner quand est-ce que les containers sortent des terminaux à vide, rentrent à plein, etc. Ouais. Donc le client peut absolument surveiller Exactement. sa marchandise. Et puis là, en fait, c'est un des usages de l'intelligence artificielle qui permet de déterminer quelle est la probabilité, à quelle date, on appelle ça une ETA, à quelle date le navire risque d'arriver, qui permet d'organiser après toute la post-livraison de la marchandise. Oui, donc c'est-à-dire que l'opération est transparente. Alors elle est transparente, mais ça veut dire qu'elle n'est pas garantie non plus. Mais ça permet d'anticiper le chaos à venir. Le Covid a accéléré ça ? C'est mon avis, oui. C'est mon avis. Cette demande de visibilité, de traçabilité a été accrue avec le Covid. Et puis le télétravail aussi a fait que les gens ont besoin de plus en plus de plans de travail numériques, pouvoir communiquer ensemble facilement. Si on stocke toutes ces informations qui viendront chaque jour, vous êtes en train de constituer une espèce de blockchain autour du container, autour du produit ? Alors, une blockchain, elle va sécuriser les différentes informations. C'est vrai qu'il y a des initiatives dans ce sens. Je sais que notamment, il y a une société à Marseille qui a une initiative dans ce sens-là. Certaines compagnies maritimes y pensent aussi pour leur propre flux. C'est clair que, en fait, les technologies actuelles, et notamment les blockchains, peuvent nous permettre d'ancrer et de sécuriser les différentes étapes d'une marchandise pour s'assurer qu'en fait, aucun intermédiaire ne triche. Oui, parce qu'on a à chaque fois la preuve de... Voilà, exactement. Ouais. Et ça, c'est en train de s'installer ? C'est en train de se faire. La problématique aujourd'hui, c'est qu'une blockchain par nature, les blockchains par nature, elles ont besoin de toute la communauté pour y participer. C'est quelque chose de très ouvert. La plupart des acteurs traditionnels, en fait, veulent leur propre blockchain, veulent leur propre technologie, la contrôler, donc ne s'ouvrent pas aux autres. C'est pour ça qu'il y a un problème de succès aujourd'hui. Il faut que des acteurs arrivent neutres et proposent une blockchain adaptée à notre univers, mais que ce soit ni un armateur, ni un transitaire, ni un chargeur. Pendant cette crise, on a entendu des chercheurs, des essayistes, des économistes même dire « Écoutez, tout ça, c'est un peu du fait de la mondialisation qui a éclaté les chaînes de valeur, sur laquelle il va falloir revenir, il va falloir rapprocher le client du fournisseur, raccourcir les process de production, peut-être diminuer le nombre de voyages parce qu'il y a des problèmes écologiques, il y a des problèmes de lutte contre le climat. » Est-ce que vous y croyez à tout ça, qui nourrit finalement un discours sur la démondialisation quelque part, ou la relocalisation, ou la relocalisation industrielle. De plus en plus de consommateurs ont besoin de sens quand ils achètent un produit. C'était déjà le cas du luxe. Pour les produits de grande consommation, beaucoup de marques, les gens ont besoin de s'identifier, aiment bien acheter local, ou que, en tout cas, que la chaîne d'approvisionnement soit vertueuse. Ouais. Mais justement, ça existera toujours. Vous ne ferez jamais pousser de coton ou de caoutchouc chez nous. Bien sûr. Donc, ni de café d'ailleurs. Le climat ne s'y prête pas, en tout cas pour l'instant. Et donc, dans ce cadre-là, on aura toujours besoin d'importation. Je pensais au process industriel, fabrication d'une voiture. Mais même quand vous relocalisez, il y aura probablement un certain nombre de relocalisations, c'est en cours d'ailleurs, mais ça ne va pas tuer les échanges internationaux. Non. Donc il y aura toujours besoin. Simplement, l'enjeu maintenant, c'est d'être capable de donner une traçabilité complète pour montrer d'où la marchandise vient, quand est-ce qu'elle est partie, par exemple pour les campagnes de tout ce qui est thé, café, pour s'assurer, ou du riz, s'assurer que ça correspond bien à ce qu'on a vendu. Et puis, il y a un enjeu de bilan carbone, de pollution sur les modes de transport. Voilà. De Rudder, je rappelle, c'est le nom de la société, on la trouve sur Internet. Julien De Rudder, vous en êtes le président. Oui. Merci. On sait tout. Presque. Merci Jean-Marc.